Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière ligne droite de la conférence. Vous avez décidé de souffrir un peu avec du deep learning, félicitations. Alors je me présente, si vous ne m'avez pas reconnu, je suis le fermier de la keynote. Fermier, c'est comme mes heures perdues, je suis aussi data scientist dans la vraie vie. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler de deep learning sur un cas d'application que j'ai choisi concret pour interpréter des photographies. Alors quand on parle de deep learning, il y a beaucoup de choses qui commencent à sortir dans vos têtes, même sans forcément savoir ce que c'est, sans forcément l'utiliser. Je vais déjà revenir sur quelques cas concrets d'utilisation au quotidien de deep learning. En fait, le deep learning est déjà présent dans pas mal de choses de votre vie quotidienne. Si je parle notamment de reconnaissance d'images, tous les grands groupes, Microsoft, Facebook, IBM, Google, utilisent déjà des applications basées sur du deep learning pour la reconnaissance d'images, que ce soit pour détecter des sentiments, détecter des objets sur des photos. Vous avez déjà même dans votre smartphone, en utilisant Google Photos, des algorithmes de deep learning qui tournent pour vous donner des résultats. Par exemple, si vous voulez chercher le mot chien, vous sortez toutes vos photographies de chiens dans votre base. On peut parler aussi notamment de reconnaissance vocale. Encore une fois, dans vos smartphones, vous avez déjà beaucoup d'outils qui utilisent derrière du deep learning. On va parler des OK Google ou des Siri chez Apple. Et même pour les développeurs, vous avez déjà des API, notamment Google Cloud Speech, qui vous permettent vous-même de mettre les mains dedans et donc de commencer à jouer avec des API basées sur du deep learning. Alors ça, c'est bien beau, vous pouvez utiliser au quotidien des choses qui viennent du deep learning. Par contre, quand on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a derrière, souvent on a un peu cette impression-là, c'est que c'est une grosse boîte noire, on ne comprend pas forcément, ça marche, ça nous donne des beaux résultats, mais ça s'arrête là. Alors le but de cette présentation, c'est de démystifier un petit peu tout ça. On ne va pas rentrer trop dans la technique, mais déjà de vous donner toutes les billes qui nous permettent d'arriver à un projet en deep learning, donc sur une application réelle, notamment ici sur des photographies. Alors, le sujet sur lequel je vais vous parler, c'est analyse de sentiments sur des photographies. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce sujet-là à vous présenter ? Par exemple, si je veux essayer de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais en faire, si vous prenez Google Photos, vous pouvez taper chien, ça vous sort toutes vos photos de chiens. Par contre, si vous cherchez toutes les photos sur lesquelles vous êtes content, ça ne va pas forcément vous ressortir grand-chose. Ce mot-clé n'est pas encore présent. Donc je pense qu'après, j'irai appeler Google et je leur présenterai ça. Si je veux par exemple aussi je suis responsable d'un magasin, j'ai des vidéos des personnes qui rentrent, qui sortent de mon magasin. Si je peux implémenter un petit système qui me permet de savoir si les clients sont contents ou pas contents une fois qu'ils ressortent avec un produit, je serai quand même satisfait. Autre chose, c'est parce que c'est assez marrant à faire. Alors, pour implémenter une telle application, ce qu'il faut de base, c'est des données labellisées. Sur quoi je me base ? Sur des photos pour lesquelles je sais quel est le sentiment. Donc ici, je représente par exemple des photos liées à la colère, la tristesse. On peut déjà voir quelques signes sur les visages qui permettent de représenter ça. Mais première chose qu'on peut voir aussi, c'est la notion d'interprétation entre de la colère et de la tristesse, c'est des fois un peu flou. Et en fait, ça va dépendre beaucoup aussi d'un caractère assez subjectif de l'être humain qui va interpréter ça comme de la colère, de la tristesse. Si je prends la joie, la surprise, même principe. On peut distinguer globalement un sentiment de joie. Par contre, des fois, distinguer entre de la surprise ou de la joie, ça va être un peu compliqué. Donc dès le départ, il faut se poser déjà les bonnes questions sur ok, j'essaie de mettre en place un système, un moteur de deep learning qui permet de reconnaître des sentiments. Il ne faut pas non plus s'attendre à une prédiction de 98% sur ce type de sujet, puisque en fait même l'être humain va avoir du mal à distinguer des sentiments assez proches dès le départ. Alors ce fameux jeu de données sur lequel je me suis basé pour construire mon algorithme, ce sont des images de 48 par 48 pixels, j'en ai 30 000. Les sentiments que je vais essayer de distinguer, ce sont les suivants. Colère, dégoût, peur, joie, tristesse, surprise et le sentiment neutre. Alors encore une fois, un sentiment neutre, quand on a une face neutre, on pourrait croire qu'on n'est pas très content. Donc ça va être assez compliqué de vraiment distinguer toutes ces classes-là. Et encore une fois, quand on essaye de voir c'est quoi la performance de l'être humain pour classifier lui-même à la main des images sur ce type de données, ces performances sont entre 60 et 65% de bonne classification.
C'est-à-dire que en fait, plus de 3 fois sur 10, il va se planter sur le sentiment qui a été labellisé. Donc il faut relativiser dès le départ sur quelles vont être les performances de mon modèle. En fait, pourquoi ce problème il est difficile? Ce problème est difficile parce que le système humain, visuel humain, il est extrêmement complexe. L'être humain, en fait, il est très très fort pour donner du sens à ce qu'il y a autour de lui. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour savoir qu'en face de moi, j'ai des gens, j'ai des chaises, j'ai une caméra. Ça se fait de manière inconsciente. Quand j'essaie de retranscrire ça de manière algorithmique, là, ça devient très compliqué. Je ne peux pas forcément savoir, a priori, avec des règles en brut, expliquer qu'est-ce qui va faire que sur cette image, j'ai un sentiment de joie, un sentiment de colère, etc. Et c'est là que le machine learning va rentrer en compte, et le deep learning en particulier. C'est qu'on va se baser sur un large échantillon d'images pour lequel on connaît ces sentiments. Donc ça va être mes classes d'apprentissage. Et donc à partir de ça, je vais entraîner un modèle qui va me permettre de pouvoir prédire sur des nouvelles images quel est ce sentiment. Donc ça, c'est le cas du machine learning en général. Pour des sujets assez complexes, notamment du traitement d'images, les réseaux de neurones et le deep learning vont être les algorithmes qui nous permettent d'avoir les meilleurs résultats aujourd'hui. Alors justement, on va parler un tout petit peu mathématiques, n'ayez pas trop peur, sur les réseaux de neurones. Le deep learning, derrière, ce sont des réseaux de neurones assez complexes. Donc déjà, on va repartir de la base, c'est quoi un réseau de neurones? Un réseau de neurones, c'est composé de neurones associés en réseau. Bon, jusque-là, on a tout dit, on n'a rien dit. Un neurone, c'est quoi? En fait, il va prendre en entrée les pixels de mon image. Ici, mes x1, x2, x3, ça va représenter un pixel de mon image. Ces pixels, je vais leur affilier des poids. Donc je vais pouvoir faire une somme pondérée de la valeur de mon pixel avec un poids pour me donner en sortie y cette fameuse somme pondérée. Cette sortie, je vais pouvoir l'utiliser comme une classe finale, donc je vais l'interpréter comme une probabilité d'appartenance à ma classe, ou alors juste comme une étape intermédiaire d'une autre couche de neurones. C'est ce qu'on représente ici dans le deuxième schéma. J'ai une phase intermédiaire où en fait je suis parti de mes pixels bruts, je leur applique des poids, donc mes traits gris plus gros, ça va me permettre de dire que je vais appliquer un poids plus important sur ce pixel pour ce sentiment. Et inversement, si j'ai un poids assez faible, je vais pouvoir dire que ce pixel-là, ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour distinguer mes classes. Et donc, je vais pouvoir enchaîner différentes couches de neurones pour me construire ce qu'on appelle un réseau de neurones. Comment ça fonctionne en concret? Comme j'ai dit dès le départ, chaque neurone, ça va correspondre à une somme pondérée des valeurs que j'ai dans la couche précédente. Donc ma première couche, ça va être les valeurs de mes pixels. Je vais appliquer différents poids, une somme pondérée pour avoir ma couche intermédiaire. Et enfin, ma dernière couche, ça va représenter mes classes, mes sentiments. Donc je vais avoir un neurone par sentiment. J'ai 7 sentiments que je vais distinguer, j'aurai 7 valeurs. Et donc à la fin, une fois que j'aurai fait mes différentes sommes pondérées, j'obtiens une valeur réelle entre moins l'infini plus l'infini. Je ne sais pas forcément quoi en faire. Donc j'ai une dernière phase qu'on appelle softmax, qui est en fait une normalisation qui me permet de passer de nombres réels à un chiffre entre 0 et 1 que je vais interpréter comme une probabilité. Et donc mes différentes probabilités vont sommer à 1. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un réseau de neurones assez performant pour que j'ai une probabilité assez forte sur une classe et assez faible sur les autres classes pour dire que je suis sûr du sentiment que je vais pouvoir prédire. Allez, un peu de maths, une petite formule. Un réseau de neurones assez simple, c'est juste composé des entrées, mes pixels, et des sorties, mes classes, mes sentiments. Comment est-ce que je vais l'interpréter mathématiquement? Ça va être juste un produit matriciel. Donc X, ce sera mes pixels d'entrée. W, ça va être ma matrice de poids. Donc je vais avoir autant de lignes que j'ai de pixels et autant de colonnes que j'ai de classes à prédire. Et donc ensuite, j'ai une dernière étape qu'on appelle les biais. Ça va juste représenter la phase où entre mon entrée et ma sortie, je n'ai pas forcément de lien. J'ai forcément un biais que je vais devoir appliquer. Donc ça, j'essaie de le modéliser par un poids supplémentaire, un biais que je vais rajouter à la fin. Et donc en fait, mon Y, ma sortie, qui va représenter les probabilités de chaque classe, ça va être tout simplement le produit matriciel entre les valeurs de mes pixels et ma matrice de poids. Et donc du coup, mes poids vont être différents pour prédire une classe ou l'autre. Ça, c'est pour
une image. J'ai une image que j'ai éclatée, j'ai ces différentes valeurs de pixels. Dans la réalité, comment est-ce qu'on va essayer d'entraîner un réseau de neurones? On ne va pas utiliser une image à la fois, on va entraîner par batch d'images. En fait, la formule est quasiment la même, c'est juste que si je veux appliquer ça sur plusieurs images, bah, mon X, qui était un vecteur qui représentait les pixels de mon image, ce sera juste une matrice qui représentera une centaine d'images, par exemple. Et donc, mon produit matriciel reste exactement le même. Si je passais maintenant à un réseau de neurones plus complexe, donc par exemple avec une couche intermédiaire, encore une fois, mathématiquement, ça s'écrit de manière très simple. J'ai juste besoin de composer des matrices. Donc, ma première matrice qui était dans ma première étape intermédiaire, je vais lui appliquer une fonction qu'on appelle fonction d'activation qui me permet d'éviter les effets de bord, donc d'aller vraiment à l'infini. Et ensuite, j'ai une nouvelle matrice de poids qui correspond à ma deuxième couche. Et donc, des nouveaux biais. Et en fait, ça me permet d'avoir mes différentes probabilités à la fin. Et donc, je peux avoir un réseau de neurones aussi profond que je veux, ce sera juste des compositions de matrices, et donc en fait, de manière opérationnelle, mathématique, c'est très simple à implémenter. Ok, ça, je vous ai dit, c'est pour faire mes prédictions, j'ai mes pixels en entrée, je peux appliquer mes prédictions pour avoir des probabilités d'appartenance à chaque classe. Bon, ça c'est en considérant le fait que mes différents poids, donc les pondérations que je vais appliquer à mes pixels, sont déjà connues. Comment est-ce que je les trouve? Bah ça, c'est toute la phase d'apprentissage d'un algorithme de machine learning, et donc en particulier de réseau de neurones. Comment ça fonctionne pour les réseaux de neurones? Au départ, mes poids, je vais les initialiser de manière complètement aléatoire. Et donc forcément, quand je vais appliquer mes différents pixels, je vais avoir des probabilités complètement aberrantes. C'est pas grave, j'ai la vraie valeur pour mon image. Et donc du coup, je peux savoir quelle est la prédiction que j'ai donnée, quelle est la vraie valeur, et à partir de ça, avoir une notion d'erreur, et donc mettre à jour mes coefficients de manière rétroactive. Donc je pars de la dernière couche jusqu'à la première. Je mets à jour mes poids par rapport à mes erreurs. J'ai une nouvelle notion d'erreur sur la phase intermédiaire. Et donc je peux mettre à jour encore une fois mes autres erreurs. Ça, c'est ce qu'on appelle la backpropagation. La prédiction, ça se fait, on traverse le réseau de neurones des pixels vers les sorties, vers mes différentes classes. Et pour entraîner mes différents poids, j'ai mes images pour lesquelles je connais mes labels. Et donc je peux revenir en arrière sur les notions d'erreur et mettre à jour mes poids. Et ça se fait de manière itérative. Je fais plusieurs allers-retours comme ça, jusqu'à atteindre un point de convergence pour lequel, quand j'applique mes différents pixels de mon image, j'ai une bonne prédiction. Ok, on a fini pour les maths. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour appliquer à un réseau de neurones et faire du deep learning? En fait, j'ai utilisé un framework qui s'appelle TensorFlow, qui est développé par Google, qui a été open sourcé au début de cette année. Même s'il est assez récent en termes de framework, il marque déjà son entrée de manière fracassante dans l'écosystème du deep learning, et c'est quasiment déjà le framework le plus utilisé aujourd'hui pour implémenter des modules de deep learning. Les API sont en Python, en C++, et enfin, c'est optimisé pour des calculs mathématiques et principalement pour le deep learning. Et en plus, il y a une documentation extrêmement aboutie qui me permet d'aller directement sur des phases d'implémentation assez rapidement. Ok, assez de théorie, maintenant on passe à la pratique. J'ai pas mal de connaissances grâce à ce que je vous ai dit sur c'est quoi un réseau de neurones, comment je l'apprends. Ok, on va essayer de partir sur mes vraies données. J'ai mon échantillon de données sur lesquels je connais les sentiments. Je vais apprendre un réseau de neurones là-dessus. On va partir très simplement, ce qu'on appelle la softmax regression, c'est le réseau de neurones le plus classique, le plus simple que je vous ai montré dès le départ. Tout ce que je fais, c'est mapper mon entrée. Donc mon image, je l'ai éclatée en un vecteur de 48 par 48 pixels. Et je vais juste essayer d'apprendre les différents poids pour arriver à mes probabilités. Donc pour rappel, en entrée, ce sont mes pixels. En sortie, ce sont des classes qui vont représenter mes sentiments. Et enfin, ça, ce sera mes différents poids. C'est ce que je vais essayer d'apprendre. Une fois que j'ai ce fameux réseau de neurones, grâce à cette belle théorie, je suis confiant sur le fait que je vais réussir à avoir des bonnes prédictions. Qu'est-ce que ça me donne? 44,5%. Comment est-ce que j'interprète ce graphe? Ça, en abscisse, c'est le nombre d'itérations, donc le nombre de fois où j'ai passé un batch d'images à mon algorithme pour mettre à jour mes poids. En ordonnée, c'est un critère de performance. C'est pas la probabilité. Donc la performance de mon modèle. Au final, j'obtiens 44,5%. Autant vous dire que je ne suis pas très content de moi parce que les êtres humains, ils sont déjà à 60-65%. Donc je suis assez déçu. On m'avait promis des belles choses avec les réseaux de neurones.
finalement, c'est pas génial. Bon, je vais essayer de faire les choses un peu plus complexes. Je vais ajouter une phase intermédiaire pour apprendre des choses plus complexes. A priori, quand on a un réseau de neurones plus profond, donc avec des étapes intermédiaires, je peux apprendre des fonctions plus complexes à partir de mes données d'entrée pour avoir des prédictions plus performantes. Donc, mon réseau de neurones, ici, l'architecture, finalement, c'est toujours un peu la même chose. J'ai mes entrées qui sont mes pixels, mes sorties qui sont mes sentiments, et ma matrice de poids. Ce que j'ai rajouté, c'est une couche cachée, une couche intermédiaire, qui vont me permettre d'apprendre des choses, pas forcément interprétables directement, sur mes données d'entrée. Donc là, avec un réseau comme ça, je suis confiant sur le fait de pouvoir apprendre des choses plus compliquées. Ça, c'était mon résultat avant, avec mon petit réseau de neurones. Je passe à 56%. Donc j'ai fait un bond de plus de 10% sur mes résultats de prédiction. Donc là, un peu plus d'une fois sur deux, j'ai le bon sentiment. Ça reste pas génial. C'est mieux, mais c'est pas génial. Ok, j'ai quand même eu un gap assez important en gain de performance. Bah, je continue. Je vais arriver sur un réseau de neurones encore plus profond qui me permet d'apprendre des fonctions encore plus complexes. Donc cette fois, je passe à 3 couches intermédiaires. Là, je suis bien confiant, j'ai mes inputs, mes sentiments qui sont mes classes, plusieurs couches cachées, je pourrai apprendre des choses très complexes sur mes images et donc bien classer mes sentiments. J'avais 56%, je passe à 57%. Bon bah là, je me dis bah, qu'est-ce qui se passe, j'avais fait un bond de 10%, et maintenant je gagne quoi, un petit pourcent alors que j'ai augmenté la complexité de mon réseau de manière assez importante. Bon, peut-être que j'ai pas de bol, je continue, j'y vais gaiement, je me fais un bon gros réseau de neurones. Cette fois, je suis sûr de moi, je peux pas faire plus complexe. 5 couches cachées, avec ça, ça devrait dépoter. Donc, même principe, hein, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est juste des nouvelles compositions de matrices, donc c'est assez simple mathématiquement à le formaliser. J'avais 57%, je passe à 58%. Non, bah là, il faut arrêter. Hein, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'en augmentant la complexité de mon réseau de neurones, j'arrive pas à aller plus loin que même pas atteindre une performance quasi humaine? Bon, on m'a vendu du rêve, c'est n'importe quoi. Je vais essayer de réfléchir à pourquoi ça n'a pas marché. En fait, pourquoi les résultats ne s'améliorent pas? Ça vient principalement du fait que, a priori, un réseau plus profond me permet d'apprendre des choses plus complexes. Par contre, je vous ai parlé de comment on met à jour les poids en backpropagation. En fait, la vitesse d'apprentissage, la vitesse de mise à jour de ces poids va dépendre de à quelle couche je suis. La dernière couche, ça va être celle que je vais mettre à jour en premier par rapport à mes erreurs. Donc du coup, je vais avoir un changement de mes poids assez rapide. Par contre, pour remonter les différentes étapes, ça va devenir de plus en plus compliqué d'interpréter ces erreurs et donc de mettre à jour mes poids. Et donc ça, en fait, ça va me créer un problème, c'est que mes premières couches, finalement, seront encore quasiment en phase d'aléatoire, alors que les dernières couches vont être optimisées. Du coup, quelle solution j'ai par rapport à ça? Ça ne sert à rien que j'essaye de complexifier la profondeur de mon réseau de neurones, je ne pourrais pas aller plus loin. Bah, peut-être qu'il faut que je change ma fonction d'activation, cette fameuse fonction qui, entre les différentes étapes, me permet d'éviter d'aller à plus infini, d'avoir des outliers. Peut-être qu'il faut que j'ai un algorithme d'apprentissage plus avancé. Ou peut-être qu'il faut que je change complètement d'architecture et que ce n'est pas forcément adapté à mon problème. Déjà, on va faire un petit focus sur le nombre de paramètres que j'ai besoin d'estimer sur les différents réseaux que je vous ai montrés là. Un réseau de neurones très simple, donc le plus simple, le softmax regression, en fait, j'avais 48 par 48 pixels, donc 2304 pixels. Et en termes de nombre de paramètres, c'est multiplié ça par 7, puisque j'ai 7 classes à prédire, plus les 7 biais que je dois rajouter. Donc ça me fait déjà plus de 16 000 paramètres à estimer, ce qui est déjà pas mal pour un petit réseau de neurones. Quand je passe à une structure plus complexe, bah, j'augmente quasi exponentiellement, puisque je passe à plus de 800 000 paramètres à estimer. Ça fait déjà beaucoup, donc il me faut beaucoup de données, beaucoup d'itérations pour arriver jusqu'au bout. Vous commencez à voir le schéma. Trois couches cachées, je dépasse le million de paramètres estimés. Et enfin, mon bon gros réseau de neurones, je suis à plus de 3 500 000 paramètres à estimer. C'est énorme. Et forcément, je ne vais pas forcément atteindre un point de convergence très facilement. Ou alors, il va me falloir beaucoup d'itérations et faire très attention à ne pas atteindre un palier sur lequel je stagne. Du coup, on va essayer d'être un peu plus intelligent. On va passer à une autre structure de réseau de neurones pour bénéficier du fait que en fait, j'ai des images comme données. On réfléchit. En fait, est-ce que c'était une bonne idée d'utiliser
tous les pixels de mon image pour chaque neurone de mon réseau. Finalement, je ne prends pas vraiment en compte la structure spatiale de mon image. J'avais mon image, je prends chaque pixel et je les map à un neurone. Donc en fait, ça veut dire que je prends le pixel de mon sourcil avec le pixel de ma dent et je dis ça c'est super. C'est pas forcément comme ça que je vais essayer de réfléchir. Et en plus, je fais ça pour tous les neurones. Bon, on va essayer d'être un peu plus intelligent, on veut essayer de détecter des sentiments. On va bien, nous, visuellement, voir que c'est au niveau de la bouche, au niveau des yeux, que je vais pouvoir distinguer ces choses-là. Du coup, on va essayer de trouver une structure un peu plus intelligente pour notre réseau de neurones. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre mon image et je vais lui appliquer des filtres. Je ne vais pas mapper un neurone à chacun des pixels, je vais avoir un neurone qui va être mappé à partir d'un filtre que je vais déplacer au fur et à mesure sur mon image. Mon filtre, il aura les mêmes poids que je vais essayer d'apprendre. Et donc, ce filtre va représenter, finalement, essayer de détecter un coin, de détecter un angle, etc. Et donc, je vais faire déplacer ce filtre sur toute mon image de manière assez spatiale. Ça me donne une première représentation de mon image sous forme d'un filtre que je vais essayer d'apprendre. Et ça, je vais le réappliquer plusieurs fois. Je vais avoir un autre filtre, puis un autre filtre. Donc, au fur et à mesure, plutôt que de prendre tous mes pixels d'un seul coup, je vais prendre une structure spatiale de mon image, je vais déplacer un fil qui va détecter des coins, des angles, un trait. Et donc, le fait d'accumuler ces différentes informations, j'ai combien de traits, j'ai des angles à tel ou tel niveau, ça va me permettre d'avoir une information plus cohérente sur qu'est-ce qu'il y a sur mon image. Les hypothèses principales derrière ça, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones par convolution. Les hypothèses, c'est les associations sont locales. Je ne vais pas mapper tous les neurones, tous les pixels à chaque neurone. Les connexions sont faites dans des petites zones localisées et donc mon filtre, ce sera les mêmes poids que je vais appliquer sur toute mon image. Quand je change de filtre, ce sera d'autres poids. Ensuite, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle une étape de pooling. C'est souvent utilisé, j'ai une phase de convolution, je rajoute une phase de pooling. En fait, qu'est-ce que c'est? Je pars du principe que je n'ai pas forcément besoin de savoir au pixel près où se situe mon angle, où se situe mon œil, etc. J'ai juste besoin de savoir, ça se situe à peu près par là. Donc du coup, je prends juste, par exemple, 4 pixels, 4 résultats de ma convolution, et je vais prendre le maximum. Et donc ça me permet de réduire la taille de mon dataset, et donc le nombre de paramètres estimés. Ok, avec cette nouvelle architecture, je suis un peu plus confiant sur le fait que je vais pouvoir y arriver. Quelle est cette architecture? Je prends mon image, j'y applique une phase de convolution. Donc en fait, j'ai différents filtres de mon image que je vais essayer d'apprendre. Et cette dernière étape, cette phase de convolution, je vais lui appliquer une dernière étape de phase qu'on appelle dense, c'est-à-dire tous les neurones que j'aurai appris, donc tous les angles, tous les coins que j'aurai trouvés, je vais appliquer ça sur une phase dense où j'ai des neurones connectés à tous les neurones de la phase précédente. On dirait qu'il y a beaucoup de flèches sur cette image, et je me suis un peu embêté à les faire. Mais en fait, si je peux les représenter sur un schéma, ça veut vraiment dire qu'il n'y a finalement pas beaucoup de paramètres à apprendre, puisque j'applique les mêmes poids sur mes différents filtres et j'ai un nombre de filtres restreint. Alors que dans mon bon gros réseau de neurones, j'avais plus de 3 millions de paramètres à estimer. Donc ça, en fait, ça me permet d'utiliser la structure spatiale de mon image et de détecter les choses qui sont cohérentes. J'étais à 58% avec mon bon gros réseau de neurones. Qu'est-ce que j'ai avec mon réseau convolutionnel? Je passe à 62,8%. Alors là, je suis déjà à la performance quasi humaine, puisque c'était entre 60 et 65%. Donc là, je crie victoire. Ça y est, j'ai trouvé la bonne formule, la bonne architecture de mon réseau qui me permet d'avoir des performances quasi humaines sur ma détection de sentiments. Du coup, je continue sur ma lancée. J'ai trouvé mon architecture qui me plaît. Du coup, je vais continuer. Je vais prendre plusieurs phases de convolution. En fait, une phase de convolution, ce sera juste différents filtres appliqués. Je vais pouvoir interpréter ça quasiment comme des nouvelles images. Et donc, cette phase de convolution, je vais pouvoir recommencer une autre phase de convolution. Et ensuite, du coup, j'ai 2 couches de convolution. Je vais pouvoir les relier à une dernière couche dense pour faire mes prédictions et donc avoir mes probabilités. Et donc là, je passe de 62,8 à 64,7%. J'atteins mes fameux 65% de la performance humaine. Là, je crie victoire. La vie est belle. Je suis confiant sur le fait que je peux maintenant prédire sur des nouvelles images avec une très bonne performance le sentiment qu'il y a derrière. C'était un long travail pour en arriver là. Il a fallu réfléchir pas mal, on a testé beaucoup de choses, on s'est mangé quelques murs, mais finalement, on a atteint une architecture, des idées qui sont vraiment idéales pour mon type de données.
Un petit peu de prise de recul et donc de conseils sur l'implémentation de réseaux de neurones et donc d'utilisation de deep learning. Tout d'abord, il faut fonctionner de manière intelligente. Ça ne sert à rien de vouloir foncer tête baissée sur un réseau de neurones hyper profond. J'ai 500 couches cachées avec 2000 neurones à chaque fois. On a bien vu qu'au bout d'un moment, on atteint un mur et voire à la limite, on va dégrader les performances. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer d'exploiter au mieux la structure de mes données. Là, je vous ai montré un cas d'usage pour des images. Les images, on a bien une structure spatiale qu'il faut essayer d'utiliser au maximum. Si j'ai des données de son, par exemple, bah, c'est une structure à une dimension, mais j'ai des relations entre le point, un point à un instant t et le point à l'instant juste avant. J'ai beaucoup de corrélations. Du coup, ce sera un autre type de réseau de neurones qui vont être utilisés, une autre type d'architecture. Et donc, les architectures vont être dépendantes de mon type de données, donc ça va être certains plus adaptés à des images, d'autres plus adaptés à du texte, d'autres à du son, etc. Enfin, un conseil, c'est qu'il faut y aller par essai-erreur. Comme je vous l'ai montré, ces différentes étapes que je vous ai présentées, bah, c'était réellement les étapes que j'ai implémentées. On va partir d'un réseau de neurones assez simple, voir ce que ça nous donne. Finalement, il n'y a peut-être pas besoin d'aller plus loin. Et ensuite, je vais complexifier les choses au fur et à mesure, tester des nouvelles architectures qui vont me permettre finalement d'améliorer mon résultat. Donc il faut tester ces structures assez intelligemment et donc essayer de comprendre pourquoi une architecture de réseau de neurones va fonctionner mieux qu'une autre. Ici, on a bien compris que le réseau de neurones convolutionnel, ça interprète bien la structure spatiale de mes images, donc intrinsèquement, on comprend pourquoi ça fonctionne mieux. Ensuite, il ne faut pas réinventer la roue non plus. Il y a beaucoup de frameworks qui sont disponibles maintenant, qui sont en croissance continue. Donc l'écosystème autour du deep learning, il est en croissance constante. C'est en plein boom en ce moment. Et donc il y a de plus en plus de frameworks qui sont disponibles et open source. Je vous ai parlé ici de TensorFlow, qui prend un poids de plus en plus conséquent dans l'écosystème. Mais je peux vous présenter par exemple Keras, qui en fait est une API plus haut niveau, qui va être basée sur TensorFlow ou sur Theano, qui est une autre librairie Python pour le deep learning. Donc en fait, vous avez beaucoup de frameworks et avec des documentations extrêmement bien fournies, beaucoup de tutoriels pour mettre les mains dans le cambouis et commencer vous-même. Donc en fait, comment j'ai implémenté ça? Au début, je ne suis pas parti directement sur mon sujet, je suis parti sur des exemples assez bateaux qui sont présents dans les tutoriels. On essaie de comprendre pourquoi ça marche et ensuite on essaie de l'appliquer à nos nouvelles données. Et enfin, bon, il faut quand même prendre du plaisir. Il y a beaucoup de moyens à votre disposition pour apprendre vous-même les choses. Vous avez déjà des introductions à TensorFlow qui sont présentes. La documentation même de TensorFlow est extrêmement fournie. Vous avez même déjà des livres disponibles sur plutôt l'aspect théorique. Donc si vous voulez faire des cauchemars la nuit, il faut lire ça. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est on a aujourd'hui tous les outils à notre disposition pour appliquer du deep learning sur des cas concrets implémentables nous-mêmes. Vous avez aussi à votre disposition des API, des algorithmes déjà entraînés qu'on peut essayer de respécialiser pour notre contexte. Si je prends l'exemple de la keynote, ma détection d'animal, en fait, ce n'est juste qu'une spécialisation de classification d'images sur un nombre de classes beaucoup plus conséquent. En fait, il y avait déjà des réseaux de neurones implémentés ultra complexes, qui sont notamment dans Google Photos, qui sont entraînés sur des milliers de classes. Bon, on peut se baser là-dessus pour réentraîner une dernière phase et donc le spécialiser sur nos différentes, sur nos cas de figure à nous. Ici, ce que je vous ai montré, c'est que je l'ai implémenté depuis le départ, de le réseau de neurones tout simple jusqu'à mon réseau de neurones convolutionnel qui va me donner mes résultats. Et donc aujourd'hui, on a tous les outils à notre disposition pour y aller nous-mêmes et se faire plaisir. Merci de votre participation. Si vous n'êtes pas trop fatigué, s'il y a des questions, je suis encore au taquet. Oui, alors une question toute simple. Je voulais savoir justement sur quoi avait tourné finalement la démonstration de ce matin. TensorFlow, un autre outil. Sur quel type de serveur? Est-ce que c'était en ligne? Est-ce que c'était offline? Voilà. Ok, alors c'était sur ma machine qui a beaucoup souffert, mais tout a été fait en TensorFlow.
J'ai utilisé TensorFlow depuis le départ pour la keynote comme pour ce code-là. L'avantage, c'est que moi, je peux utiliser une API Python sur lequel je suis plus à l'aise. J'ai pu le faire avec des notebooks pour tester des choses. Dans mon IDE, je peux paramétrer ma librairie Python pour utiliser TensorFlow. Et donc, ça a été fait ça depuis le départ. Alors, là, je suis sur une volumétrie encore assez faible. Je parlais de 30 000 images. C'est pas énorme. Je peux le faire sur la machine, même si ça prend encore plusieurs heures à faire tourner un réseau de neurones par convolution. Si j'ai des milliers, des millions d'images, là, le but, ça va être de le faire tourner sur des clusters. Okay. Donc, juste un petit complément. Sur la machine, est-ce que ça utilise un matériel spécifique? C'est le CPU, le GPU. Et deuxièmement, si on veut vraiment le faire sur le cloud ou autre, qu'est-ce qui est conseillé? Alors, ce qui est conseillé déjà, même sur la machine locale, c'est d'utiliser le GPU. Ça va être, surtout sur des calculs en deep learning, comme je vous l'ai montré, ce sont des produits de matrice, des calculs mathématiques. Et en fait, le GPU va être vraiment fait pour ça. Donc, dans TensorFlow, justement, on peut switcher très simplement entre CPU et GPU. Et par contre, après, si je veux utiliser un cluster sur Amazon de GPU, le coût est un peu plus élevé. Mais en termes de performance, de temps pour entraîner un réseau de neurones, ça n'a rien à voir. Ok, merci. Et Google, est-ce qu'il est plus conseillé, justement, étant donné que ça vient de chez eux? Les serveurs de chez Google? Ouais. Je ne veux pas leur faire de pub, mais ils ont aussi implémenté leur propre clusters qui sont optimisés pour le deep learning. Mais encore une fois, l'écosystème commence à grandir, donc il n'y aura pas forcément que cet acteur-là pour utiliser des clusters pour le deep learning. J'ai une question de débutant. Quand tu parles de filtres que tu appliques sur l'image de convolution, c'est pour détecter les coins, l'histogramme de couleur, toutes les features qu'on peut détecter, qu'on peut avoir dans une image, c'est ça? C'est ça, en fait. C'est pas forcément interprétable tel quel. Par contre, un exemple très simple, c'est un premier filtre de convolution. Quand on essaie de regarder ce que ça représente, on voit que c'est des images de coins, de courbes, etc. Quand j'applique un deuxième filtre de convolution, là, je commence à pouvoir agréger ces différents aspects. Et donc, peut-être qu'au bout d'un moment, je vais pouvoir interpréter ça comme présence d'un sourire, présence d'un œil, etc. Et donc, au fur et à mesure que j'applique des convolutions, j'apprends des choses plus complexes, j'arrive à agréger tous mes coins pour en faire une forme. Et donc, l'interpréter ça comme ça. Ouais, j'ai une dernière question. Est-ce que, en plus justement de l'apprentissage, il n'y a pas intérêt finalement à passer des algorithmes déjà de simplification des images pour essayer d'y trouver justement des patterns plus efficaces? J'en ai pas beaucoup parlé, même pas du tout pour l'implémentation. Et je me suis simplifié la tâche pour la présentation. Les images étaient déjà en noir et blanc et bien centrées sur les visages. En fait, il y a une grosse phase importante, je parle du traitement d'image, ça va être le pre-processing, c'est-à-dire le traitement de ces images en amont. Par exemple, si je veux essayer de détecter des sentiments sur mes images, si j'ai des photos plus globales, déjà une première phase de traitement, ça va être de me représenter uniquement le visage pour éviter d'avoir du bruit, tout le bruit qui est autour. Et donc cette phase de traitement en amont va prendre beaucoup de temps, que ce soit pour du traitement du signal sonore, d'image, etc. Ici, le but c'était de se focaliser sur le deep learning en tant que tel, donc les images étaient déjà bien processées. Par contre, la phase de pré-traitement est très conséquente. Ouais. Question ? Merci. Les gens pas Xebia ont le droit de poser des questions. Tu disais que tu avais utilisé 30 000 photos. Est-ce qu'il y a des sortes de librairies sur le web où on peut trouver des photos comme ça pour apprendre? Faire apprendre les réseaux de neurones, ou j'imagine que tu n'as pas tout cherché toi-même? Pas 30 000 en tout cas. Non, c'est pas des librairies, mais en fait, aujourd'hui, avec l'explosion du deep learning, on a de plus en plus de liens pour pouvoir télécharger des datasets assez conséquents. En fait, si je prends l'exemple de la keynote, ce que j'ai utilisé comme dataset, c'est un dataset qu'on appelle ImageNet. C'est un concours qui est lancé quasiment tous les ans, où on a des milliers d'images pour des milliers de catégories qui sont déjà labellisées par des êtres humains. Et donc ça, en fait, on peut télécharger soit direct que les URL des images et donc les télécharger à la main, ou alors faire une demande pour télécharger une grosse volumétrie de ces images-là. Ce dataset-là était moins conséquent, du coup, il était disponible sur Internet assez facilement. Donc on a de plus en plus à notre disposition des datasets sur lesquels on peut se baser. Et tu ne vas pas t'amuser à prendre des photos toi à la main et les labelliser. C'est ce que je pensais. Mais c'est gratuit, par contre?
Ok. Oui, non. Ça dépend des datasets, ça dépend si c'est une initiative privée ou d'un labo de recherche qui va essayer vraiment de pousser la recherche là-dessus. Pour pouvoir avoir accès à ces données-là, ça va peut-être plus compliqué d'y avoir accès. Mais aujourd'hui, très honnêtement, c'est assez simple de se trouver des datasets sur lesquels commencer à jouer. Ouais. D'autres questions? Là, tu as parlé d'images. Comment ça fonctionne avec les vidéos? C'est compliqué ça. Alors, les vidéos, en fait, il y a deux choses. Une vidéo, c'est composé d'images, mais il y a la notion temporelle en plus. Donc, qu'est-ce que tu vas essayer de faire? En fait, quelle va être ton utilité? Qu'est-ce que tu vas chercher à faire avec des vidéos? Est-ce que ça va être de prédire ce qui va se passer dans les prochaines Non, mais c'est frames? prédire des sourires en fait. Mais c'est juste découper la vidéo en une série d'images. Soit on le fait comme on a fait pour la keynote, on a découpé ça en une série d'images, une série de frames sur lesquels on fait la prédiction d'images. Soit en fait on entraîne des réseaux neurones plus compliqués parce que c'est des choses à 3 dimensions plutôt que des images à 2 dimensions. Et donc du coup on peut très bien imaginer une structure de réseau avec des entrées à 3 dimensions. Ça reste un produit de matrice, sauf qu'on a une 3e dimension qui apparaît. Donc c'est réalisable directement sur ces datasets-là. Merci. Mais c'est compliqué. Merci. Je vais revenir sur des questions de novices en réseau de neurones. Par rapport à la backpropagation que tu as présentée, la mise à jour des poids, finalement, elle se fait à chaque image ou à chaque batch d'images? À chaque batch d'images. Chaque batch d'images. Est-ce qu'on a la notion de régularisation si jamais on a un réseau qui overfit finalement la donnée? Il y a... Pour justement la mise à jour de tes poids, tu as plusieurs algorithmes d'optimisation. Ce qu'on utilise classiquement, c'est ce qu'on appelle la descente de gradient. C'est que tu vas prendre ton erreur, calculer le gradient de cette erreur et essayer de mettre à jour ton poids par rapport à ce gradient. Et donc là, du coup, tu peux rajouter une notion de régularisation par rapport à tes différents poids pour éviter d'avoir un trop gros écart entre la valeur initiale de ton poids et sa mise à jour. Donc tu peux mettre de la régulation. Il y a quelque chose de prévu pour ça dans TensorFlow? En fait, la descente de gradient, c'est ce qui est le plus classique. Par contre, tu as d'autres optimiseurs qui incluent justement cette notion de régularisation. Merci. Ouais. Avec la présentation de TensorFlow, ça fait un peu boîte magique, on met des images et on a un résultat. Quels sont exactement les paramètres sur lesquels on peut jouer en fait, pour arriver à augmenter la performance de notre algorithme? Alors, les réseaux que je vous ai présentés, c'est vraiment les réseaux que j'ai implémentés. Par contre, sur une image, c'est compliqué de mettre 2000 neurones. Les choses sur lesquelles tu vas essayer de jouer, c'est la profondeur de ton réseau. Encore une fois, il ne faut pas non plus aller trop loin. Le nombre de neurones que tu as par couche intermédiaire, ça peut jouer. Ensuite, encore une fois, la structure va jouer énormément. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui, dans le monde du deep learning, qui ont été faites par essai-erreur. En fait, je vous ai parlé rapidement de pooling. Le fait de prendre le max d'un sous-ensemble de pixels. Ça, encore une fois, pourquoi mettre ça en place? Bon, intuitivement, on a compris. La théorie mathématique derrière a été prouvée après. Encore une fois, si j'ai un réseau de neurones très complexe, avec beaucoup de neurones sur mes couches intermédiaires, ce que tu vas pouvoir mettre en place, par exemple, c'est pendant mon apprentissage, je vais tuer des neurones aléatoirement. Pourquoi on voudrait vouloir faire ça? A priori, ça n'a pas de sens. Ça a été démontré après mathématiquement l'intérêt que ça peut avoir en phase d'apprentissage de se rajouter de l'aléatoire en tuant des neurones de manière complètement random. Et donc, par exemple, on va se rajouter des couches qu'on appelle de dropout. Pareil, l'algorithme de descente de gradient qui me permet d'optimiser mes poids. J'ai ce qu'on appelle un learning rate, c'est donc un coefficient qui me permet de régulariser ça. Ça va être très important, ça va être prépondérant. Si je prends un coefficient très très faible, je vais mettre beaucoup de temps à converger. Mais par contre, si je prends un coefficient trop élevé, ça se trouve, je vais rater ma convergence optimale et donc repartir sur une phase de divergence. Et donc ça, on va essayer de le tuner. On va peut-être partir sur une grosse valeur au départ
pour converger assez rapidement, puis ensuite baisser cette valeur-là pour vraiment affiner mon résultat. Donc plusieurs critères comme ça sur lesquels on peut jouer. Ok, et donc résultat, j'ai une deuxième question. Avec cet ensemble de paramètres, quand on voit qu'on n'atteint pas notre objectif, avant de se dire on change d'architecture, plutôt on va pouvoir lister les différents paramètres qu'on va vouloir tester, à quel moment on doit se poser la question de il faut changer d'architecture? Quand tu commences à te manger des murs comme ça en augmentant ton réseau de neurones, en fait, changement d'architecture, ça va dépendre vraiment de tes données. Enfin, sur des images, ce qui va être le plus utilisé, ce qui a été par la pratique le plus utilisé, c'est le réseau de neurones par convolution. Donc en fait, on va souvent partir directement sur une architecture comme ça pour bénéficier au maximum de tes données d'entrée. Et ensuite, tu vas essayer d'avoir différentes couches de convolution. Tu vas te rajouter des étapes intermédiaires de normalisation, etc. Mais finalement, tu ne vas pas forcément utiliser ce type de réseau de neurones pour du texte. Ça n'a aucun sens de vouloir avoir une représentation spatiale de mon texte. Donc, il faut l'utiliser de manière intelligente, savoir que finalement, ce réseau de neurones est adapté sur des représentations spatiales. D'autres types de réseaux de neurones vont essayer de fonctionner de manière récurrente, ce qu'on appelle récurrent neural network. Sur du texte, par exemple, le contexte qu'il y a avant, après, ça va avoir une importance prépondérante. Donc, du coup, on va essayer de tirer avantage de ça en ayant une architecture qui va revenir en arrière sur différents poids, etc. Donc, du coup, il n'y a pas forcément de règle d'or, même si aujourd'hui, il y a des architectures qui commencent à se spécialiser sur les différentes tâches. Ouais, derrière. Juste une question pratico-pratique. Une fois le modèle généré, c'est comment tu génères le modèle? Est-ce que c'est les réseaux de neurones? Est-ce que c'est l'exécutable lui-même? Alors, de manière assez classique en machine learning, tu peux très bien, une fois ton modèle appris, le sérialiser. En fait, un réseau de neurones, qu'est-ce que c'est derrière? C'est très simple, c'est juste un ensemble de poids que j'ai appris. Donc ces poids, je peux les sauvegarder, je peux les sérialiser. Le réseau de neurones en tant que tel, je peux le sérialiser dans un format adapté et donc pouvoir le réutiliser. Donc tu as tout ce qu'il faut dans tes librairies pour sauvegarder, sérialiser ton modèle, le réutiliser. Dans TensorFlow, en fait, ce qu'il faut faire, ça fonctionne par la notion de graphe d'exécution. C'est-à-dire que tu vas écrire le code de toute ton architecture, mais ce ne sera pas exécuté. Il faut que tu ouvres une session. Et en fait, derrière, TensorFlow va optimiser le code par rapport à ce que tu as mis en place. Il va optimiser ce code en interne pour ensuite appliquer ces prédictions. Et donc, ce modèle que tu as appris, sérialisé, tu vas le recharger dans ton programme, ouvrir une session pour appliquer les prédictions. Ça fonctionne de manière assez classique comme ça. D'autres questions? Ouais. Merci. Une petite question que je me posais. Est-ce qu'on peut être sûr et est-ce qu'on peut vérifier que notre algorithme apprend et arrive à prédire sur des bons patterns? Par exemple, ça serait l'ouverture de la bouche, ça serait les traits, etc. Et par exemple, pas parce que la personne est un bébé et qu'un bébé est plus, par exemple, a plus tendance à sourire, ou parce que des personnes qui ont plus les yeux bleus ont plus tendance à faire la gueule, ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut être sûr qu'il prédit bien? Alors, tu peux pas savoir a priori ce que tu vas obtenir comme feature apprise par le modèle. Tu ne peux pas savoir que ce sera quelque chose qui est interprété comme une bouche, un œil, etc. Ça, c'est pour l'illustration. Par contre, ce qui est prépondérant, en fait, ça va être dans ton dataset d'images en entrée. Ce qui est hyper important, c'est d'avoir une variété d'images qui soit représentative de la réalité. Si en fait, j'ai que des images avec des personnes avec un fond bleu derrière, et que après j'ai une nouvelle photo avec un fond complètement blanc, finalement, mon algo il aura appris le fond bleu et je vais avoir des prédictions complètement erronées. Donc en fait, le gros du travail, c'est de se générer un dataset qui soit complètement représentatif de la réalité, avec beaucoup de cas de figure, avoir des fonds différents, avoir des angles différents, etc. Ce que tu vas faire aussi, si ta volumétrie n'est pas forcément très importante, c'est que tu peux toi-même jouer sur tes photos. Une photo d'un visage, je peux la tourner, ça me fait le visage dans l'autre angle, et ça me fait une nouvelle donnée, etc. Il y a beaucoup de préprocessing comme ça qu'on peut faire pour éviter de s'entraîner sur un aspect spécifique de l'image. Et donc éviter de faire ce qu'on appelle de l'overfitting, d'apprendre par cœur
c'est l'arbre qu'il y avait derrière, parce que j'ai pris que des photos avec un arbre derrière, et donc d'éviter des problèmes à ce niveau-là. Mais tu ne peux pas savoir a priori quelles sont les features que tu vas apprendre. Pas d'autres questions? Je vous ai fait un peu souffrir. J'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas.